Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés pour ce dernier jeudi des MSHE de cette année 2024-2025. Alors, on a le plaisir, pour terminer cette programmation, donc, de recevoir Vincent Bourdeau, qui est enseignant-chercheur en philosophie à Besançon, au laboratoire de logique de l'Agir, qui était jusqu'à peu directeur adjoint de la Maison des sciences de l'homme, qui nous reçoit justement ici ce soir, et puis pendant tout ce cycle, et qui, je crois justement, il va nous en parler, va sortir un livre, c'est ça, sur les classes moyennes, justement, qui est un peu la thématique de ce soir. Bah, écoute, merci Vincent de venir nous raconter tout ça ce soir. Merci André pour l'invitation. Merci à Marie Mazerolle, Valérie Pichot, actuelle directrice de la MSHE. Et merci aussi à l'équipe qui m'a aidé parce que ça va être un peu une première. Je vais diffuser des extraits de films. Et comme André l'a dit, je suis philosophe. Donc d'habitude, je fais même pas de PowerPoint, quoi. J'arrive, je parle, je déplie 2-3 concepts. Quand c'est des étudiants de philo, ils s'endorment assez vite, mais ils aiment bien, ils ont l'habitude. Là, non, je me suis dit, bon, c'est un public très varié, je ne sais pas très bien à qui je parle. J'imagine en gros un public classe moyenne, parce qu'on est forcément de la classe moyenne quand on vient assister à ce genre d'événements, et même quand on les fait, comme moi, ben, on appartient aussi sans doute à la classe moyenne. Donc en effet, je suis en train d'écrire un ouvrage, donc bon, les délais publication, etc., ça ne va pas sortir tout de suite, hein, malheureusement, mais je prévois de finir cet été le manuscrit, il est déjà un peu avancé. Donc vous allez avoir en primeur un certain nombre d'éléments que je vais présenter dans cet ouvrage. Et puis c'est aussi pour moi une manière un peu de tester les idées. Donc j'espère que dans la discussion, j'aurai aussi des retours. Je vais utiliser votre matière grise et votre travail pour m'améliorer. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Je propose qu'on passe par 3 étapes pour répondre à cette question. Les classes moyennes sont-elles en voie de disparition? Souvent, les philosophes y répondent à une question par une autre question. Donc c'est possible qu'à la fin, on se pose une autre question, mais on verra si on arrive jusque-là. Donc premier temps, on va s'interroger un peu sur l'histoire de ce concept, en fait, de classe moyenne. Il n'est pas si simple. Ses premières occurrences, c'est plutôt la classe mitoyenne. Après, il se dit au singulier. Puis, à la fin du 19e siècle, début 20e, on le décline au pluriel. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ça, jusqu'à ce 20e siècle qu'on a parfois décrit comme le siècle des classes moyennes. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au débat contemporain sur les classes moyennes, c'est-à-dire petit panorama, tableau de la situation contemporaine en France. Alors j'ai essayé de réactualiser un tout petit peu parce qu'il y a un rapport de l'Observatoire des inégalités qui est sorti hier, mais voilà, j'ai pas forcément tout intégré, mais c'est pas très grave. La situation depuis une quinzaine, vingtaine d'années, elle est à peu près, elle suit la même pente. On s'intéressera à 2 représentations imagées, mais de sociologues ou de chercheurs en sciences sociales, la toupie et le sablier. Je laisse ça un petit peu dans le flou pour le moment, mais il y aura des images, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite, le débat, je l'ai resserré autour de 2 sociologues, Louis Chauvel et Éric Morin, parce que, en fait, ils discutent entre eux sans souvent se citer, parce que j'imagine qu'ils sont assez voilà, prudents l'un par rapport à l'autre. Mais il y a déjà eu une sorte de confrontation, enfin, à travers, vous pouvez voir sur Mediapart, il y a eu un débat déjà entre ces 2 sociologues. Et en gros, l'idée, c'est que l'un parle d'une spirale du déclassement, l'idée que les classes moyennes sont en train de tomber du côté des classes populaires, des classes pauvres ou défavorisées, et l'autre insiste sur, au contraire, l'idée que c'est un sentiment, qu'il y a une peur du déclassement, mais qu'il n'y a pas réellement du coup, disparition des classes moyennes, qu'elles sont plutôt soumises à une forme de frénésie pour maintenir leur rang, mais que la question du déclassement est plutôt subjective et un ressenti. Et puis dans le dernier temps, qui est mon apport propre peut-être à ce débat, mais qui se nourrira évidemment des 2 précédents temps, c'est de se demander si les classes moyennes sont telles qu'on les décrit souvent, et en particulier dans la littérature. Il y a toute une littérature qui s'est développée autour des classes moyennes, plutôt à gauche, et qui propose une image des classes moyennes qui est au mieux un peu grise, et au pire, ça fait un peu peur, quoi. On a une description de classe moyenne où on se dit, waouh, si
c'est ça les classes moyennes, effectivement, il vaut mieux qu'elles disparaissent. C'est la conclusion de Nathalie Quintane, poétesse, écrivaine, dans Que faire des classes moyennes. Et elle, sa réponse, c'est changer d'atmosphère. Donc vraiment quitter cet univers un peu rance des classes moyennes. Et moi, je vais essayer de montrer qu'on peut peut-être avoir un autre regard qui est moins représenté, mais qui a pu être représenté, et en particulier par Bertrand Tavernier, dans un certain nombre de ses films, plutôt ces films des années 70, mais dont on peut penser qu'à la fin des années 90, avec Ça commence aujourd'hui, il propose aussi quand même quelque chose comme un retour comme ça sur ces figures des classes moyennes qui l'animent beaucoup. Voilà. Et donc de façon assez symptomatique, Bertrand Tavernier, c'est ce cinéaste qui, quand il est mort, a donné lieu à cet article dans Libération. Je sais qu'André aime beaucoup Libération, mais ce jour-là, ils sont vraiment été un peu forts, qui a titré Que la fête s'arrête. Et c'était tout un article pour nous expliquer qu'enfin, ce cinéma un peu rance, on allait en être débarrassé. Je trouvais ça un petit peu violent, parce que j'aime beaucoup Tavernier, mais je trouvais ça un peu violent quand même, le cadavre encore chaud de dire ce genre de choses. Donc je m'appuierai sur Tavernier pour montrer que peut-être les classes moyennes véhiculent un autre type de valeurs, entre guillemets, et c'est à ces valeurs que je vais m'intéresser. Voilà, j'ai déjà été trop long pour présenter le plan, et je n'ai pas lancé mon chronomètre, donc je ne vais pas considérer que ces minutes n'ont pas été utilisées, vous inquiétez pas. Donc de la classe mitoyenne aux classes moyennes, c'est le premier temps. Donc, dans la première image qui est sur votre... alors vous, c'est compliqué, mais c'est... Voilà. Tac, ici, celle du XVIIIe siècle, Ancien Régime, on a une représentation où figurent les trois ordres de la société d'Ancien Régime. Le tiers-état, courbé, qui porte un instrument de travail, porte sur son dos le clergé et la noblesse. Voilà. Donc là, on a déjà une représentation de la société en ordre. Alors la distinction entre les ordres et les classes, c'est que les ordres, c'est des statuts juridiques fermés. On est dans un ordre, on n'est pas censé en changer. Donc évidemment, c'est une société figée, un peu comme une société de caste. Et les fameux privilèges qui ont été abolis sous la Révolution française consistaient justement à renverser cette idée que la société devait fonctionner avec des ordres fermés. Mais on a déjà une indication quand même à travers cette iconographie, puisque celui qui travaille, c'est ce qu'on appelle le tiers-état. Et évidemment, Sieyès, un personnage célèbre pour ce pamphlet juste avant la Révolution, qu'est-ce que le tiers-état, avait déjà appelé à quelque chose comme une attention nouvelle sur cet ordre. Il demandait qu'est-ce que le tiers-état. Et il disait jusqu'à présent, pas grand-chose. Qu'aspire-t-il à devenir ? Quelque chose. Voilà. Quelques années plus tard, dans les années qui vont succéder à la Révolution de 1848, un autre penseur très important, mais évidemment beaucoup moins connu que Sieyès, qui s'appelait Constantin Pecker, dont Marx nous dit du bien dans une note. Il dit rarement du bien de quelqu'un, Marx. Donc quand il sort un socialiste en disant « ouais, c'est quand même un personnage intéressant, on a envie d'aller voir de plus près ». Et donc ce Pecker a écrit un manuscrit qu'il n'a pas publié, qui est encore dans les archives de l'Assemblée nationale, que j'ai eu la chance de pouvoir lire, qui s'appelle « Qu'est-ce que le nouveau tiers-état » Donc, vous voyez, on parle de nouvelles classes moyennes à certains moments de façon récurrente dans l'histoire. Là, on parlait d'un nouveau tiers-état. Et ce nouveau tiers-état, qu'est-ce qu'il indiquait ? Il indiquait que, au fond, peut-être que dans ce qu'on appelait le tiers-état, il y avait sans doute des acteurs qui n'étaient pas tout à fait en osmose avec l'ensemble de ce tiers-état. Peut-être que certains devaient attirer plus l'attention que d'autres. De son côté, c'était les prolétaires. Et au fond, la même question que posait Sieyès, il la pose, mais avec l'idée d'un tiers-état déjà un peu fracturé. Alors ça nous interroge. Ça nous interroge parce que le langage de classe, qui pour le moment je ne l'ai pas utilisé, en fait il apparaît à peu près au même moment que cette histoire dont Sieyès est déjà un peu considéré comme le père, mais aussi en partie l'héritier. Puisque le concept de classe, c'est une chercheuse en sciences du langage et historienne des concepts, Marie-France Piguet, qui nous l'a montré dans Histoire du concept de classe. Il apparaît au XVIIIe siècle. Chez qui ? Chez les physiocrates, qui sont des économistes, qui, eux,
pense que la société, elle doit être comprise à partir de son fonctionnement réel, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut regarder la production, qui produit, qui sont les producteurs utiles, entre guillemets, pour déterminer des classes dans la société. Et donc, ils utilisent ce terme qui est une classification des producteurs. Mais on a déjà cette façon de centrer les choses sur le travail. Alors, cette question de mettre le travail au centre, vous allez voir, elle poursuit l'histoire des classes moyennes, d'une certaine façon. Et donc, on va retrouver ce langage de la classe, ensuite, chez des personnages comme Saint-Simon, qui, lui aussi, pense que la société, au fond, elle doit être repensée à partir des producteurs, qu'il appelle les industriels ou les industrieux. Et dans cette catégorie des industriels, il met tous les travailleurs utiles à la reproduction de la société. Ce qui implique aussi, vous imaginez, qu'on peut s'amuser à repérer des inutiles dans la société. Alors ces inutiles, ce n'est pas seulement ceux qui ne travaillent pas, auxquels on peut penser facilement dans notre monde contemporain, puisque c'est souvent sur eux qu'on met le projecteur, les fameux assistés, entre guillemets. Mais chez Saint-Simon, début 19e siècle, ils pensent aussi aux classes oisives qui tirent leurs revenus, non pas de leur travail, mais de rente. Voilà. Donc on a un univers qui se dessine, qui pense la société comme centrée autour du travail. Et Saint-Simon pense qu'il y a une solidarité des producteurs. Bien sûr, il y aura ceux qui vont diriger des ateliers, des fabriques qui sont à peine naissantes, et puis il y aura des exécutants, mais ils sont liés les uns aux autres par cette grande participation à un univers qui est le travail qui permet de reproduire la société. Donc on a là un élément qui est présent. Et donc cette façon de centrer la compréhension de la société sur le travail, c'est-à-dire que la première manière de définir une société de classe, c'est plutôt d'essayer de trouver qui, dans la société, appartient à une grande classe des producteurs, et puis qui appartient à des classes qui peut-être sont considérées comme des oisifs ou des parasites. Alors tout le travail qui va consister à détricoter un peu cet élément, on peut le trouver en partie, je résume à gros traits, je m'excuse pour les spécialistes qui sont dans la salle, mais dans un débat de la manière dont le concept de classe va passer des doctrinaires, des historiens libéraux comme Guizot, dont j'ai mis le nom ici, à quelqu'un comme Marx. Marx, lui, va montrer qu'à l'intérieur du monde du travail, dans le cadre de cette classe des producteurs, comme disait Saint-Simon, il y a des antagonismes en fait. Il n'y a pas cette solidarité entre les producteurs. Il y a des antagonismes entre ceux qui participent de ce monde du travail, mais du côté de la propriété du capital, et ceux qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors vous allez me dire, mais où se trouvent les classes moyennes dans cet univers? Donc on va essayer de le préciser. Au début du siècle, la classe mitoyenne, qu'est-ce qui la caractérise? On trouve l'expression chez Germaine de Stel, par exemple. On trouve l'expression chez Sieyès. Pour Sieyès ou Germaine de Stel, ce qui caractérise la classe mitoyenne, c'est que c'est une classe qui a une certaine indépendance économique, qui est apte à gouverner parce qu'elle ne dépend pas d'autrui pour subvenir à ses besoins. Donc au fond, c'est déjà une classe qu'on peut aussi comprendre à partir de cette autonomie, mais qui n'est pas une autonomie liée à des rentes que l'on pourrait toucher, mais liée aux revenus que l'on tirerait de son travail, la mise en œuvre de sa force de travail. Donc on a déjà une dimension qui associe le fait de pouvoir vivre de son travail sans dépendre d'autrui, si vous voulez, pour le faire. Si on regarde la manière dont le terme a circulé depuis 1840, où il commence à être un peu plus répandu, dans la base Europresse, on se rend compte qu'il y a 70 000 occurrences du terme classe ouvrière. Donc on va faire cette comparaison un peu, parce que le terme de classe ouvrière, il a longtemps occupé notre imaginaire. En fait, c'est depuis une trentaine d'années, quarantaine, que le terme de classe moyenne est redevenu sur le devant de la scène. Alors, ce qui correspond sans doute aussi à une éclipse de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'au fond, la question que j'ai posée pour cet exposé, les classes moyennes sont-elles en voie de disparition? C'est presque la question suivante de la classe ouvrière, a-t-elle disparu, oui ou non, qui est une question qui est elle-même un peu débattue.
le terme de classe ouvrière, il est donc moins présent dans cette base Europresse de 1840 à nos jours que le terme de classe moyenne. Mais si on y regarde de plus près, c'est depuis 2017 qu'il y a une explosion de l'usage de ce terme dans les médias. C'est-à-dire que la moitié des occurrences ont eu lieu entre 2017 et aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 8 dernières années. Donc pendant les 8 dernières années, le terme a beaucoup plus circulé. Donc on a déjà cette idée que les classes moyennes, en tout cas, elles n'ont pas disparu de la discussion. C'est-à-dire que peut-être que ce qui apparaît, c'est est-ce qu'elles ont disparu, mais le fait de poser la question en mettant les classes moyennes ont-elles disparu fait qu'on a tout un tas d'articles qui se posent la question de la disparition des classes moyennes. Mais en tout cas, elles n'ont jamais été aussi présentes dans les médias, dans les journaux, et peut-être même dans un certain nombre de programmes politiques. C'est vrai en France, mais pas seulement. Kamala Harris, bon, ça ne lui a pas porté chance, elle avait centré son programme électoral sur la classe moyenne. Elle disait elle-même venir de la classe moyenne, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de s'agréger à un groupe qu'on peut penser comme majoritaire dans la société. Déjà, Valéry Giscard d'Estaing avait écrit un ouvrage qui s'appelait « 2 Français sur 3 ». Et donc, évidemment, il espérait qu'en ciblant 2 Français sur 3, il finirait par être élu. Mais, enfin, il finirait par être réélu, puisqu'il avait quand même déjà été président. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, intéressons-nous un tout petit peu à l'histoire de la trajectoire sémantique de ces deux termes, classe ouvrière, classe moyenne, et essayons de comprendre pourquoi, dans un cas, la classe ouvrière s'est dit d'abord au pluriel, avant de se dire au singulier au début du XXe siècle, alors que la classe moyenne, elle s'est dit longtemps au singulier, avant de se dire au pluriel au début du XXe siècle. Il y a eu une sorte de trajectoire symétrique inverse entre ces deux expressions. Donc, classe moyenne, dans la première moitié du XIXe siècle, c'est presque synonyme de bourgeoisie, par différence avec l'aristocratie, et ça renvoie pour une part à cette idée qu'effectivement, on peut vivre de ses revenus, vivre de la production qui est la sienne, sans dépendre d'autrui. Donc ça suppose quand même une forme d'indépendance, y compris professionnelle. Donc cette classe moyenne associée à la bourgeoisie, c'est l'idée que le bourgeois, c'est celui qui n'est pas soumis à la domination d'un autre, qui est capable de subvenir à ses besoins. Donc c'est un peu paradoxal, parce qu'en réalité, dans cette classe moyenne, qui est presque synonyme pour certains de bourgeoisie, ben, on va y trouver un certain nombre de professions qui jouissent, au moins pour certains d'entre eux, de cette forme d'indépendance. Des artisans, des commerçants, qui ont une échoppe ou un atelier et qui ont une forme d'autonomie dans le sens où ils n'ont pas de patron au-dessus d'eux, qui peuvent avoir 1 ou 2 employés et à peine, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les artisans et indépendants qui vont avoir une histoire assez longue, hein, jusqu'à ceux à quoi on a associé souvent et longtemps la classe moyenne, j'y reviendrai, mais la période Pierre Poujade après la Deuxième Guerre mondiale, et Poujade, au départ, c'était quelqu'un qui venait d'un syndicat de défense des artisans et des commerçants. Et donc ça, on a dit de Poujade qu'il était le défenseur de la classe moyenne après la Seconde Guerre mondiale. Mais j'y reviendrai. Donc ce terme de classe ouvrière, au départ, il se dit au pluriel par distinction justement de cette forme d'indépendance. Les classes ouvrières, le pluriel, c'est pas très net, on ne sait pas très bien qui on met dedans. C'est surtout un terme qui sert à désigner, comme l'avait montré un historien, Louis Chevalier, la dangerosité de ces classes. C'est-à-dire c'est des classes qui menacent en quelque sorte l'équilibre de la société. Les classes ouvrières, les classes laborieuses sont des classes dangereuses. Voilà ce que l'on pouvait lire chez un certain nombre de publicistes dans le premier tiers du XIXe siècle et encore jusqu'en 1848. Alors comment se fait-il que le terme soit devenu un terme singulier, la classe ouvrière? Eh bien, un historien, Christophe Charles, a montré, mais d'autres aussi, que la classe ouvrière est le fruit du travail militant, en réalité, des mouvements ouvriers, et en particulier de Marx, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu un travail
militant de prise de conscience des intérêts de classe, mais aussi de définition de ce qu'étaient ces intérêts, que quelque chose comme la classe ouvrière unifiée a pu s'imposer dans le langage sous une forme singulière. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire que la classe moyenne, elle avait peut-être plus une unité et conscience d'elle-même au début du 19e, et que les classes moyennes à la fin du 19e, ça veut dire qu'il y a une forme d'éparpillement. Et, bon, ça ne veut pas dire qu'on les trouvait dangereuses, mais ça veut dire qu'on a voulu en réalité intégrer une diversité de catégories sociales dans un même syntaxe, dans une même expression. Et ça, c'est un travail qu'on doit, alors là je parle vraiment sous le contrôle des spécialistes qui sont dans la salle, à un économiste qu'on pourrait décrire aussi comme sociologue, historien de l'école historique allemande, Gustav von Schmoller, qui est le premier à avoir conceptualisé, à la fin du 19e en Allemagne, l'idée qu'il y avait des nouvelles classes moyennes versus des anciennes classes moyennes. Et en fait, c'est le premier qui va faire entrer, à côté de ce modèle d'indépendance que j'évoquais tout à l'heure, l'artisan, le boutiquier, les professions libérales, avocats, etc., qui vivent finalement dans toute indépendance, entre guillemets, c'est pour ça qu'on les appelle libérales, libres au sens où elles ne dépendent pas de la hiérarchie ou de l'imposition d'une maîtrise par un autre, eh bien, il va faire entrer tout un groupe social nouveau de salariés, et en particulier de l'État, puisque l'État voit ses fonctions croître à la fin du XIXe siècle. C'est les premiers, l'amorce de l'émergence d'États sociaux prudents, surtout en Allemagne, mais c'est vrai aussi en France, avec des courants solidaristes. C'est là qu'on va voir apparaître les premières lois sociales sur les syndicats, sur les retraites, etc. Et puis, il y a donc une population salariée qui va croître. En France, évidemment, l'école publique, gratuite et obligatoire va entraîner aussi tout un nouveau groupe social, instituteurs, institutrices, qui vont venir nourrir cette classe moyenne. Et vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes profils sociologiques. D'un côté, les artisans, les commerçants indépendants, de l'autre, des professions qui sont orientées vers l'État. Donc Christophe Schall dit, en fait, il y a deux groupes, au moins si on veut simplifier, deux groupes qui sont présents, c'est les classes moyennes orientées vers l'État et les classes moyennes orientées vers le marché, entre guillemets, la boutique et le bureau, qui font les termes qui résument aussi la catégorisation de Schmoller. Et donc, quel est l'intérêt politiquement de dire les classes moyennes pour associer des groupes qui sont aussi divers et peut-être même séparées par les valeurs qu'elles portent, par le regard qu'elles ont sur la société? Alors, j'essaierai, moi, de nuancer, parce que cette question de l'indépendance, on va voir que peut-être ça les réunit. Et que cette indépendance, elle ne veut pas dire pour autant qu'on s'isole du reste de la société, qu'on veut vivre exactement tout seul. Je laisse ça de côté pour le moment. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir cette tentative de rassembler? Eh bien, en partie parce que le discours de la classe ouvrière unifiée, qui va mettre l'accent sur une lutte des classes, doit être contesté. Donc il y aurait peut-être quelque chose d'un peu moins révolutionnaire que le discours sur la classe ouvrière. Il y a l'idée que politiquement, ces classes moyennes, elles sont considérées comme des foyers d'intégration dans l'organisme social. C'est-à-dire que c'est une manière de penser la société comme un continuum social, sans rupture entre des classes qui seraient antagonistes et donc irréconciliables. Donc les classes moyennes, l'enjeu, ça serait presque même d'imaginer leur extension, que tout le monde entre dans cet univers des classes moyennes. Alors ça peut supposer, évidemment, qu'on trouve d'autres sources de revenus, qu'on exclut des revenus légitimes, ceux qui ne sont pas le fruit du travail, etc. Donc on se recentre aussi sur cette forme de lecture qui met le travail au centre. Alors dès
lecteurs ou des historiens un peu plus critiques qui ont proposé aussi une histoire des classes sociales en France vont reprocher, par exemple, à quelqu'un comme Durkheim, je pense à un auteur que j'aime beaucoup, qui était un peu anarchisant sur les bords, Larry Portis, mais qui vivait en France et qui avait écrit cet ouvrage, L'histoire des classes sociales en France. Il reprochait à Durkheim, à travers la division du travail social, à travers d'avoir mis l'accent justement sur cette compréhension d'une société comme organisme, comme un tout unifié, avec des formes d'interdépendance. Et il lui reprochait, c'était peut-être un peu rapide, mais il y a quand même un peu de vrai, d'avoir été un peu le maître à penser de ce courant politique qui s'appelle et qu'on a appelé le solidarisme à la fin du XIXe siècle. Et le solidarisme, c'était cette idée qu'il fallait intégrer tous ces foyers qui permettaient d'avoir une société unifiée et de sortir de cette conflictualité entre les classes. Donc la cible électorale du solidarisme, puis du parti radical ou du parti radical socialiste, ce sont ces classes moyennes que l'on crée en même temps qu'on les désigne. C'est-à-dire qu'au fond, on rassemble des individus qui n'ont pas forcément des mêmes orientations de valeurs politiques, etc. Donc le XXe siècle, il est parfois désigné comme le siècle des classes moyennes, parce qu'on va avoir cette idée qu'un autre historien, Jean Ruhlmann, a bien mis en avant dans son ouvrage « Ni bourgeois ni prolétaires, la défense des classes moyennes en France au XXe siècle ». Donc lui, il s'est vraiment focalisé sur la manière dont un certain nombre de syndicats, de groupes politiques ont mis en avant la défense des classes moyennes comme leur objectif politique. Alors là, on peut évidemment voir deux temps dans ce XXe siècle, puisque dans le premier temps, de 1900 à 1950, la défense des classes moyennes, elle est vraiment associée à la défense des professions indépendantes. C'est-à-dire que même les syndicats qui vont s'intéresser à des professions comme les instituteurs ne participent pas de l'étiquette classe moyenne. C'est vraiment associé à ces professions indépendantes, à des commerçants, à des artisans qui sont propriétaires de leur atelier, etc. Donc la traduction politique, décriée la plus connue de tout ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est Pierre Poujade, c'est le poujadisme, et qui aura une existence assez éphémère, puisque même dans un premier temps où la CGT avait en partie accompagné le combat de Pierre Poujade, se désolidarise très rapidement, sans que ça peut être aussi un concurrent en termes de captation ou de prise électorale. Donc c'est un personnage qui va être assez finalement contenu. Alors contenu jusqu'à un certain point, puisqu'ils avaient eu quand même un certain nombre de députés élus lors d'élections en 1957, et l'un d'eux est le célèbre Jean-Marie Le Pen. Sa première carrière politique, c'est dans le mouvement de Pierre Poujade. Alors ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est peut-être là mon côté philosophe, c'est que d'un point de vue normatif, il y a quand même quelques valeurs communes dans ces deux groupes que je viens d'évoquer. Ces valeurs communes, c'est la volonté d'avoir une certaine maîtrise de son travail. Donc on peut évidemment le présenter de façon un peu caricaturale en disant je ne veux pas que l'État mette le nez dans mes affaires. Donc ça c'était Pierre Poujade, parce que le premier mouvement poujadiste c'était une révolte fiscale en fait. C'était contre des audits qui devaient être faits pour lever des impôts sur les artisans et les commerçants. Donc c'est une certaine maîtrise de son travail, donc je vais essayer d'en donner la version positive, qui passe parfois par la possession de ses outils, qui peuvent être matériels ou intellectuels, ou en tout cas des conditions dans lesquelles on veut l'exercer, une capacité à suivre l'œuvre de sa conception à sa réalisation. Et donc si on se rapporte au XIXe siècle, on est plutôt du côté d'un Proudhon que d'un Marx. Voilà. Donc ça serait un peu l'un contre l'autre. Alors c'est intéressant de se ramener un siècle en arrière et de regarder au XIXe comment Proudhon critique Marx. Je vais le faire très court aussi, on pourrait en dire beaucoup plus. Mais Proudhon, ce qu'il lui est reproché par Marx, c'est l'idée que c'est une version un peu petite bourgeoise de la Révolution. La classe moyenne, elle est critiquée par Marx comme au mieux
alors classe d'artisans, tel que je l'ai défini, comme un résidu économique d'un monde ancien qui est de toute façon voué à disparaître. Au pire, comme l'auxiliaire de la bourgeoisie. Voilà, donc c'est devenu la classe moyenne, et ce débat va durer très longtemps, encore au XXe siècle, savoir finalement de quel côté la classe moyenne va-t-elle être. Est-ce qu'elle est du côté de ceux qui imposent le système capitaliste, ou est-ce qu'elle est du côté de ceux qui veulent le renverser? La réponse est souvent assez claire, elle est du côté de ceux qui sont des auxiliaires finalement de ce système capitaliste. Mais ce que l'on peut noter, c'est que dans cette version proudhonienne, si on essaye de la voir d'une façon un peu différente, il y a cette insistance sur la non-domination, la capacité d'avoir une forme de prise sur son travail, sur les conditions par lesquelles on le conduit. Et évidemment, donc ça peut être vu d'un point de vue de l'indépendance au sens de l'artisan, mais en réalité, les libertés collectives qui se développent à travers les syndicats, c'est aussi une manière de penser une certaine forme d'indépendance, d'autonomie des professions qui doivent pouvoir par elles-mêmes définir les règles de leur fonctionnement, sans entrave ou sans qu'elles soient contaminées par des logiques qui seraient externes à ces professions. Donc on a une possibilité de comprendre cette forme d'artisanat, entre guillemets, comme présent dans quelque chose qui pourrait sembler très éloigné, qui est le fonctionnariat, bizarrement, parce que le fonctionnariat, on a l'impression que c'est très vertical, etc. Mais si on pense à des fonctionnaires comme les infirmières, les instituteurs, les professeurs des écoles maintenant, les éducateurs, etc., c'est des groupes sociaux qui ont une conscience très forte de ce que sont les normes et les fonctionnements de leur métier. Il y a un sociologue américain qui a très bien décrit tout ça, qui est Richard Sennett, et qui a écrit des ouvrages sur notamment ce que c'est la main. Il a mis l'accent sur voilà, la forme de pratiques, de normes pratiques qui sont présentes dans ces professions aussi. Donc vous voyez cette figure de l'artisan, décriée par Marx comme une sorte de résidu, elle peut être récupérée d'une certaine façon pour mettre l'accent sur la capacité que nous aurions à avoir une certaine maîtrise de l'environnement qui est le nôtre, de travail, évidemment, en premier lieu. Alors cette conception-là que je décris et que moi je repère chez Tavernier, et que peut-être même j'ai comprise à travers certains films de Tavernier, elle n'est plus du tout celle qui a cours aujourd'hui. Là, je vous vends presque du rêve. Donc, malheureusement, si on regarde ce qui domine, c'est par exemple le discours de Gabriel Attal lorsqu'il a été de façon un peu éphémère Premier ministre, donc le discours de politique générale, et il nous disait la chose suivante: je veux m'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne. Alors, vous voyez, alors là, on est revenu au singulier. Donc si on a suivi un peu mon raisonnement, il s'agit vraiment de cette fois d'homogénéiser. On n'est plus en train d'essayer de voir, comme j'ai essayé de le faire, comment on peut trouver quelque chose qu'il y aurait de commun entre des univers qui peuvent paraître un peu disjoints. Non, c'est la classe moyenne, là on peut y aller, c'est la classe moyenne. Même Laurent Wauquiez, en 2011, qui avait écrit La lutte des classes moyennes, et c'est toujours un créneau très porteur qu'il essaye de cultiver, avait gardé le pluriel. Maintenant, c'est la classe moyenne. Alors, qu'est-ce que nous dit Gabriel Attal? Il nous dit qu'il veut s'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne, toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui ne se plaignent pas, alors qu'ils ont si souvent le sentiment de subir, à ces Français qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs, quand d'autres ont tous les droits. Donc, ils ne se plaignent pas, les gens de la classe moyenne. C'est ça qui est quand même intéressant. Donc, qui a manifesté contre les retraites? Sans doute pas des gens de la classe moyenne. Qui sont les secteurs dans lesquels il y a le plus de mobilisation, etc. C'est connu, c'est chez les assistés qu'il y a des revendications, des formes de mobilisation, parfois même des tribunes écrites dans la presse, parfois des manifestations devant les préfectures, une capacité d'avoir des relais, de s'adresser aux uns aux autres. Non, c'est en fait la classe moyenne souvent qui se mobilise. Voilà. Au grand désespoir d'ailleurs même de syndicats comme la CGT, qui traditionnellement étaient des syndicats ouvriers et qui sont aujourd'hui animés par des acteurs qui sont souvent des gens de la classe moyenne. Bon, on
On est accepté à la CGT même quand on est de la classe moyenne. C'est quand même incroyable. Donc, le concept de classe, on ne peut pas en avoir une lecture seulement économique, mais, me semble-t-il, on doit pouvoir y greffer aussi des aspects culturels, politiques, et ça, Weber nous l'a appris, mais comme je parle sous le regard d'un spécialiste de Max Weber, je laisserai ça à la discussion. Donc voilà, certains segments des classes moyennes, à mon avis ou à mes yeux, sont invisibilisés dans cette lecture qui veut nous présenter la classe moyenne d'une manière qui ressemble un peu à celle que Guizot avait évoquée en 1843 quand il s'adressait aux électeurs de Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados. Alors, des électeurs qui étaient déjà, sous la monarchie de Juillet, un corps électoral censitaire, donc petite cohorte. Mais pour ceux qui étaient un peu en dessous, qui n'avaient pas payé assez d'impôts, qui ne possédaient pas assez de propriétés pour faire partie de ce corps électoral, il disait « enrichissez-vous par le travail, par l'épargne, par la probité ». Donc ce « enrichissez-vous », souvent on l'a utilisé de façon un peu décontextualisée, on n'a gardé que ce « enrichissez-vous », on avait l'impression que Guizot c'était un type qui disait allez-y, faites du fric », mais non, c'est quand même pas ça. Je vais prendre la défense de Guizot, c'est filmé malheureusement, mais non, c'est l'idée que on doit pouvoir, à travers cette forme d'effort personnel, avoir une épargne, accumuler un petit capital, peut-être accéder à la propriété. Mais en fait, toutes ces valeurs sont celles qui sont aujourd'hui associées intimement à la classe moyenne. Donc les débats contemporains sur la classe moyenne. C'est marrant, plus le fossé s'élargit entre riches et pauvres, et plus la classe moyenne s'inquiète. Voilà. Alors si la classe moyenne elle est entre les deux, on voit qu'elle est censée disparaître. Et il y a effectivement tout un tas de théories qui essayent de nous montrer, peut-être à juste titre, mais vraiment les sociologues, les économistes ne sont pas tous d'accord. Mais ça, c'est une des dernières enquêtes de l'Institut Montaigne. Alors, l'Institut Montaigne, c'est un truc très particulier, mais on fera peut-être un jeudi de la MSHE sur les think tanks qui traversent notre paysage politique et social. Donc, je passe sur l'Institut Montaigne, mais il convoque souvent des chercheurs, et plutôt des bons chercheurs, et Julien Damon, c'est un sociologue qui est plutôt à la pointe sur la question des classes moyennes. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est que dans un monde où la classe moyenne ou les classes moyennes dominent, vous avez des classes populaires qui sont relativement en faible proportion, des classes supérieures qui sont elles aussi en faible proportion, puis vous avez un gros ventre qui sont les classes moyennes. Et puis la situation actuelle, ce serait celle d'un affaissement des classes moyennes parce qu'elles viendraient gonfler, alors ça c'est peut-être l'optimiste, c'est là où les gens ne sont pas d'accord, mais gonfler à la fois une classe nouvelle pauvre et en même temps une classe nouvelle riche. Voilà. Donc là, les sociologues, économistes ne sont pas tous d'accord. Certains décrivent la société comme une bouteille de Perrier, en disant qu'en fait, finalement, il y a très peu dans le goulot, c'est les riches, et puis par contre, tout le monde est en train de s'évaser là, dans le fond de la bouteille. Deux représentations imagées ont largement circulé, et elles sont des représentations qui marquent bien le tournant des années 80 et puis le sablier des années 90, mais à 10 ans d'intervalle à peine. Donc je vous laisse regarder juste la toupie et puis le sablier. Donc dans l'une, on voit clairement que on est plutôt du côté de ce qu'on a vu à l'instant, avec des classes favorisées qui grossissent, avec peut-être ces nouvelles classes moyennes qui basculent du côté des classes favorisées, et puis surtout ces classes défavorisées. Donc même le sablier, là j'aurais pu trouver une image où le bas est plus large que le haut, d'une certaine façon. Donc ça serait la situation contemporaine. Qu'est-ce que décrit cette toupie ? C'est l'idée d'une moyennisation de la société. C'est l'idée que, en fait, comme le vieux rêve saint-simonien, on aurait eu, et c'est au sociologue Henri Mandras que l'on doit ça, il a proposé, à travers cet ouvrage de 88, la seconde révolution française, 1965-1984, qui correspond, et vous allez voir qu'on retrouve quelque chose qui est voisin de ce que décrivait von Schmoller à la fin du 19e, qui correspond à une nouvelle expansion en France de cet État social.
C'est-à-dire que les années 65-84, c'est les années pendant lesquelles, effectivement, l'État va créer un grand nombre d'emplois. C'est la massification et la démocratisation du collège et de l'enseignement, donc un grand nombre d'emplois dans le secteur éducatif, un grand nombre d'emplois dans les secteurs du médico-social. Et donc là, on a effectivement une montée en puissance de ce qui a pu être appelé des nouvelles classes moyennes. Alors c'était des nouvelles sans doute, puisque évidemment il y avait déjà eu des nouvelles à la fin du 19e. Donc vers une moyennisation de la société. Donc l'idée c'était qu'il y allait avoir de plus en plus comme ça une classe moyenne qui allait développer finalement et peut-être même dominer par les valeurs qu'elle incarnait l'ensemble de la société. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau, puisque, par ailleurs, l'idée des classes moyennes, c'est que souvent, elles étaient décrites comme des classes qui avaient la hantise de devenir pauvres, ou qui avaient échappé à ces milieux populaires. La thématique des transclasses est très à la mode aujourd'hui, ou alors qui essayaient de se rapprocher encore davantage des classes favorisées. Et donc l'idée qui était présente, et j'y reviens dans quelques minutes, c'était l'idée au fond de classes qui n'avaient pas d'identité propre. C'était plutôt des classes qui se distinguaient, qui cherchaient à s'extraire d'une identité qui était ancienne, celle des milieux d'origine, et qui cavalaient, qui couraient derrière celles qui donnaient le là, qui étaient les classes favorisées. Donc il y avait comme ça une course à essayer d'avoir les codes sociaux, les marques distinctives qui auraient pu vous donner un peu de noblesse, si je peux utiliser ce terme. Et en 1984, c'est le moment où Catherine Bidou, une sociologue, écrit un ouvrage qui s'appelle « Les aventuriers du quotidien ». Et moi, j'aimais bien, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, voilà, ça correspond un peu à ce que je veux faire, puisque je cherchais à essayer de mettre en valeur les classes moyennes. Et les aventuriers du quotidien, c'est bien sûr quelque chose qui décrit l'idée qu'en fait, les classes moyennes, elles ne cherchent pas à imiter les classes supérieures. Elles sont souvent issues, elles ont des contacts avec les classes populaires, soit par leurs parents, soit des gens de leur famille, etc. Et elles ont plutôt une sympathie pour ces courants-là. Mais c'est quand même des classes, telles qu'elle nous les décrit, Catherine Bidou, qui développent l'idée quand même qu'au fond, on peut se replier un peu sur la sphère familiale, on peut avoir des projets plus personnels, individuels, essayer de, par exemple, accéder à la propriété, etc. Et donc c'est plutôt des projets familiaux ou personnels qui caractériseraient assez modestes, mais qui caractériseraient ces classes moyennes, mais elles auraient une identité propre, elles auraient leur qualité propre. Donc ça, c'est la période qui colle avec cette forme de moment où l'État est grandement pourvoyeur d'emplois et qui crée cette cohorte de gens qui sont aussi des emplois qui ont été requalifiés par des diplômes. Ils sont passés par l'université, donc il y a des petits diplômes de licence qui permettent d'accéder à ces professions. Donc c'est des gens qui ont bac plus 2, bac plus 3 et qui accèdent à cet ensemble et qui donneraient le là. Davantage d'ailleurs que les classes moyennes associées au marché. Donc vous avez compris que cette période est en partie révolue. Évidemment, 84, le livre s'arrête un peu au moment où commence l'austérité de la gauche et au moment où il va y avoir un repli assez fort de l'État sur le monde de la culture, le monde de l'enseignement, le monde, etc. Et donc, on a ce repli qui est très bien décrit par un sociologue, Élie Guiraud, qui a fait une sorte de sociologie, monographie de la ville de Nevers, en se centrant sur la question des classes moyennes, qu'il appelle la petite bourgeoisie culturelle, mais les classes moyennes associées au monde de la culture. Et il montre vraiment comment tout ça, ça suit des courbes qui correspondent au type de subventions dont les villes, les régions sont bénéficiaires à travers l'État et redistribuent à des associations, à des MJC, etc., qui petit à petit, à partir du milieu des années 90, vont peu à peu décliner. Et donc, ce déclin, on pourrait l'associer avec ce qu'Alain Lipietz a appelé la société en sablier. Et lui, ce qu'il disait, c'est que la thèse qu'il voulait défendre, c'était la thèse d'un partage du travail, dont on a vu quelques effets sous la gauche plurielle, avec les lois sur les 35 heures, etc. Parce que sinon, il y avait cette déchirure sociale, c'est-à-dire disparition des classes moyennes,
avec polarisation d'une frange très riche d'un côté et puis d'une paupérisation de la classe moyenne. L'idée principale, c'est qu'une société du travail sans travail conduit à une disparition de la classe moyenne. Alors, la spirale ou la peur, qui a raison? Les travaux les plus récents, vous voyez, reprennent un peu ces débats-là que je viens d'évoquer. Alors évidemment qu'il y a une fragilisation de toutes les professions que je viens d'évoquer, mais elles n'ont pas non plus complètement disparu. Il y a toujours des enseignants, même si on peut s'inquiéter qu'il y en ait parfois de moins en moins devant les classes et qu'on est obligé, dans l'académie de la nôtre, de faire passer des petits entretiens de 30 minutes à des professeurs pour qu'ils puissent faire des cours de français parce qu'on manque de professeurs de français. Et puis ça ne va pas se régler cette année puisqu'il n'y a pas assez de candidats au CAPES de lettres, donc on aura, de toute façon, on ne peut même pas remplir le nombre de postes que le ministère généreusement avait proposé de nous donner. Donc voilà, on vit dans un monde assez complexe. Mais en tout cas, ça nous dit quelque chose, le fait qu'il n'y ait pas assez de candidats. C'est qu'en tout cas, cette profession n'attire pas. Il n'y a pas dans l'idée d'enseigner les lettres dans un collège, dans un lycée, quelque chose qui attire la jeunesse étudiante aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'inquiétant. Alors, il se trouve que dans les années qui précédaient, c'était au contraire une manière d'accéder à une forme de vie qui pouvait être désirable, avec un revenu qui pouvait ne pas être négligeable, accéder à une certaine forme de confort matériel. Vous voyez, là encore, je reprends des termes qui sont ceux par lesquels on veut séduire la jeunesse pour « ouais, ça ne gagne pas assez ». Mais il y a peut-être un projet aussi associé à cette fonction. Qu'est-ce qu'est le projet qu'on peut ou qu'on pourrait associer à cette fonction? Je ne dis pas qu'il faut payer tout le monde au lance-pierre, mais quand même, il y a peut-être une autre manière d'attirer que simplement de parler des conditions socio-économiques associées à ces fonctions. Donc d'un côté, la spirale du déclassement, et de l'autre, la peur du déclassement. Alors je ne vais pas trancher vraiment, parce que d'une certaine façon, on peut dire que les deux ont un peu raison. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose, ils ne regardent pas à la même échelle cet objet que sont les classes moyennes. Qu'est-ce que nous dit Éric Morin dans son ouvrage? Qu'il y a une peur du déclassement plutôt qu'un déclassement réel. Il dit qu'il n'y a pas une défondation de la civilisation des classes moyennes, mais une compétition de plus en plus féroce. Mais pas sans succès, c'est ça qu'il nous dit. S'il n'y avait pas un petit succès des classes moyennes dans cette compétition de plus en plus féroce, alors on pourrait dire qu'il y a une disparition des classes moyennes. Non, elles maintiennent leur position sociale, relativement protégée, évidemment au prix de certains déplacements. Par exemple, les stratégies résidentielles. C'est-à-dire qu'on peut rester ou aspirer à la propriété. Alors, c'est plus dans les quartiers nord-est ou sud-est, enfin sud-est ou nord-est de Paris, qui étaient traditionnellement des quartiers plutôt de classe moyenne, parce que ces classes moyennes, elles n'ont plus les moyens d'acheter là, mais elles vont se déplacer en banlieue, plus ou moins proches, plus ou moins grandes. Et puis, on peut trouver ça dans plein d'autres villes, de plein d'autres régions. Il y a des phénomènes comme ça de déplacement, de mobilité géographique, mais qui permettent de maintenir finalement son rang. C'est-à-dire qu'on va rester un propriétaire, certes plus au même endroit, et donc, pour Louis Chauvel, déclassement. Puisque des gens qui ont peut-être même un statut supérieur à ceux de leurs parents, et ça fait partie de la promesse des classes moyennes, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir continuer à avoir une forme d'ascension sociale, c'est-à-dire qu'on travaille pour que nos enfants aient une vie meilleure que la nôtre, on peut dire que sur le papier, ils ont maintenu quelque chose de leur rang de classe moyenne, puisqu'ils sont propriétaires. Alors, ils ne le sont plus à Paris 20e arrondissement, mais ils le sont à Noisy-le-Sec. Mais en fait, ça fait une différence. C'est-à-dire que si on regarde avec les lunettes d'Éric Morin, on peut évidemment représenter une société dans laquelle il y a toujours des classes populaires qui, elles, n'accèdent pas ou difficilement à la propriété. Il y a toujours des classes moyennes qui accèdent à la propriété, mais dans des zones où peut-être une petite frange des classes populaires y accédaient, donc elles vont y accéder encore moins. Et donc, en fait, ce que montre Éric Morin, et donc c'est louable de sa part, c'est que ce qui s'est dégradé, c'est la situation des plus pauvres, ce n'est pas la situation des classes moyennes.
Donc d'un certain côté, on peut dire qu'il a raison. D'un autre côté, Louis Chouvel nous parle d'une spirale du déclassement, mais avec l'exemple que je viens de vous donner, vous pouvez vous dire aussi que vous êtes déclassé, c'est-à-dire que vous avez fait plus d'études que vos parents, vous êtes censé avoir un poste meilleur que ceux qu'ils avaient eux, vous êtes passé de la classe moyenne inférieure à une classe moyenne un peu supérieure, et puis eux, ils sont logés tranquillement dans un 100 mètres carrés à Paris, et vous êtes obligé d'aller vivre à Besançon, quoi. Donc... non, je parle un peu de moi, mais en fait, je suis très heureux ici, voilà. Donc on peut, et puis peut-être que je participe par mon mode de vie, etc., à créer. Alors je ne suis pas propriétaire, hein, mais ça c'est les aléas de la vie. Mais bon, voilà. Vous voyez, il y a des déplacements possibles qui font que, en réalité, je pourrais mal le vivre en quelque sorte. Moi, je raconte une histoire heureuse de mon arrivée à Besançon, mais je pourrais très bien avoir une vision très réaliste de dire, mais en fait, je n'avais pas le choix. Il fallait, si je voulais un appart à peu près correct qui corresponde à peu près à ce que mes parents m'ont offert et que moi, je veux offrir à mes enfants, il se trouve que j'ai le même nombre d'enfants qu'eux avaient, c'est-à-dire 3. Waouh, comment je fais? Donc, je peux avoir une lecture purement économiciste de la chose. Mais moi, j'avais aussi envie, en fait, de travailler pas trop loin de mon travail, l'université de Besançon, de développer des liens avec les uns et les autres, d'être un peu plus présent ici que je ne l'étais quand je faisais les allers-retours entre Paris et Besançon. Donc j'avais aussi quelque chose, peut-être, qui me portait et qui renvoie aussi à un imaginaire des classes moyennes. Alors, quelques chiffres rapidement, mais bon, je ne vais pas m'y étendre parce que j'ai envie de garder un peu de temps pour Taverny. Mais donc, vous voyez la courbe bleue ici, c'est la courbe du premier décile qui nous décrit l'évolution des niveaux de vie de 1996 à 2018. Donc, il y a une rupture en 2008, c'est la fameuse crise des subprimes qui, en fait, n'a pas concerné que les États-Unis, mais évidemment a touché l'ensemble de la planète. Et on voit bien que le premier décile, il n'a jamais rattrapé son niveau de vie, alors qu'avant, on avait une forme d'augmentation. La médiane, si on l'associe de façon grossière aux classes moyennes, on voit qu'elle suit une courbe qui est à peu près voisine du 9e décile, qui est donc la partie des gens qui ont les revenus les plus élevés, au-delà des 10%, si vous voulez, qui sont dans la fourchette des revenus, des niveaux de vie les plus élevés. Donc on voit bien que, d'une certaine façon, Éric Maurin a raison. Ceux qui ont pris cher, entre guillemets, c'est bien les classes les plus pauvres. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est elles qui ont pris cher, est-ce qu'on continue à accepter ce discours qui voudrait opposer les classes moyennes aux classes populaires, puisqu'il consiste à dire quand même qu'on travaille pour les assister, nous autres classes moyennes. C'est-à-dire que nous, on paye des impôts, et en plus, on n'arrive même pas à obtenir à peu près ce que nos parents, qui avaient parfois des professions selon des catégories socio-professionnelles un tout petit peu, voilà, ils étaient peut-être catégorie B de la fonction publique, quand nous, on est catégorie A, pour certains d'entre nous, on pourrait avoir du ressentiment. Et c'est un peu comme ça qu'une certaine lecture, plutôt de gauche, représente les classes moyennes. C'est-à-dire que si vous lisez « Que faire des classes moyennes » de Nathalie Quintane, c'est très bien écrit, il y a des trucs assez drôles, etc. Mais vous verrez que c'est un univers gris, dominé par le repli sur soi, avec des espèces de valeurs comme ça qui seraient celles des classes moyennes, la propriété privée, l'importance de la cellule familiale, l'importance de la sécurité et du confort matériel. Elle a un triptyque qui revient régulièrement dans l'ouvrage, c'est la Merco, donc la Mercedes, l'aspiration à l'univers de la voiture, l'armoire à glace et le lave-vaisselle. Donc l'armoire à glace en premier, le lave-vaisselle, la Merco, qui décrit à la fois une histoire des classes moyennes, parce que l'armoire à glace, c'est au 19e siècle, ce qui montrait qu'on avait atteint un certain standing ou statut. Et puis ensuite, le lave-vaisselle, c'est des années 50, American Way of Life, etc. Et la Merco, c'est la voiture, mais ce n'est pas n'importe quelle voiture, on rêve d'une Mercedes. Et donc, elle s'appuie sur les références, voilà, c'est plutôt Nietzsche, Guy Debord, etc. Et notamment, elle cite ce texte de Guy Debord, In Girum, Imus Nocte et Consimur Igni,
qui dit la chose suivante. Alors c'est intéressant parce que Injirum, c'est le titre qu'a repris un politiste, Laurent Jean-Pierre, pour parler des gilets jaunes. Donc on pourra en parler dans la discussion si vous voulez, mais voilà, il y aurait quelque chose à creuser aussi sur la place ou le statut des gilets jaunes dans cette histoire des classes moyennes, mais aussi, comme vous l'avez vu, leur rapport aux classes populaires, c'est ça qui m'intéresse aussi. Il collectionne les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Il n'en ignore que la révolte. Les ils, c'est les classes moyennes, hein. Donc c'est les membres des classes moyennes. Donc en fait, les classes moyennes, c'est des gens qui sont soumis, qui croient pouvoir, par leur succès, auquel ils adhèrent vraiment profondément, l'idée que l'effort, ça va payer, le travail, ça va payer. Mais c'est vrai qu'elles sont structurellement définies au départ par l'idée que c'est leurs revenus qui vont leur permettre de faire leur position dans la société, leurs revenus. Et donc là, voilà, on a un univers dans lequel les repas de famille, ce bon temps, les loisirs. Nathalie Quintal nous dit 2 fois sur 3, ce sont des versions achevées de l'Apocalypse. Mais ils continuent à être associés au bon temps parce qu'au moins on mange et on boit. Et donc on a cette image comme ça de classes moyennes qui sont enfermées sur leur sphère privée, qui vont avoir comme type de sociabilité, j'allais dire le barbecue, mais non, le fait d'avoir des amis avec lesquels on va se réunir, on va parler un peu, on va faire des fêtes aussi de famille autour des repas, des bonnes tablées. Voilà, c'est un univers un peu des classes moyennes. Si vous voulez en avoir une image qui est plutôt sympathique au départ, j'aime bien Orelsan, mais il y a une chanson du rappeur Orelsan qui s'appelle La pluie, et dans laquelle il dit « Je viens de la classe moyenne, moyennement classe », et puis il décrit tout un tas de phénomènes qui sont liés à cette vie des classes moyennes. Alors un autre regard sur les classes moyennes, est-ce que c'est possible ? Volker Schlonder, qui est un cinéaste et ami de jeunesse de Tavernier, le décrit comme un républicain. Il dit Tavernier, républicain. Alors ça m'a vachement surpris au départ de lire cette dénomination, quoi. On ne pense pas forcément à dire de Tavernier que ce qui le caractérise, c'est que c'est un républicain. Puis comme je suis un spécialiste du républicanisme, j'ai essayé quand même de m'amuser à voir s'il n'y avait pas des liens entre ces questions-là. Enfin, un spécialiste modestement, mais en philo-politique, c'est un des courants qui m'intéresse. Et puis en fait, dans les films que j'appréciais et que j'apprécie, j'ai essayé de tirer un fil Alors il est parfois défini comme un cinéaste de la classe moyenne, parfois c'est péjoratif dans la bouche de ceux qui disent ça de Tavernier, mais c'est vrai que si on regarde les films de la décennie 70 jusqu'à 80, L'horloger de Saint-Paul, Des enfants gâtés, Une semaine de vacances. Alors L'horloger de Saint-Paul, il est connu, c'est son premier, mais c'est vrai que les deux autres sont parfois moins connus dans sa filmographie. Il y a toujours un rôle crucial qui est donné aux classes moyennes, et notamment face au délitement de la société. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que les classes moyennes, ce sont celles qui peuvent prendre conscience que quelque chose doit se produire en partie pour faire du lien, et qu'elles doivent peut-être retrouver cette fonction de mitoyenneté que j'évoquais au tout départ, mais qui était pensé un peu bizarrement chez CIS, avec l'idée qu'il fallait concentrer le pouvoir dans cette classe du milieu, mais parce que sans doute elle incarnait quelque chose comme l'intérêt général. Si on le regarde du point de vue des fonctions qui sont celles des groupes professionnels qui sont massifiés à partir des années 70, on voit bien que là, ça devient réel. C'est des métiers du lien. C'est ce que dit d'ailleurs Catherine Bidou, tout en retraduisant pourtant, comme j'essayais de le montrer tout à l'heure, une forme d'univers où l'idéal des classes moyennes serait plutôt centré sur une forme de réussite personnelle, ou en tout cas de protection de sa cellule familiale. Alors, voilà, comment est-ce qu'on combine ? Alors, soit les classes moyennes sont un peu schizophrènes, et elles sont orientées sur leur réussite personnelle et familiale, soit en fait il est possible de penser qu'elles sont quand même intéressées en dehors de leur cellule familiale ou à côté ou avec cette cellule à l'idée que leur fonction elle est définie aussi. Quand on est enseignant, quand on est infirmier, quand on est éducateur, j'imagine que ça a un sens tant que ce sens n'est pas détricoté par d'autres qui veulent imposer des manières de faire qui ne sont pas celles que maîtrisent ceux qui sont au travail. Tavernier, dans ses mémoires interrompus, les termes que je viens d'utiliser, il les reprend souvent. Son premier chapitre s'appelle « Transmettre ». Donc, je décris cet univers de Tavernier qui, à mon avis, décrit un univers des classes moyennes avec plus de chaleur.
L'horloger de Saint-Paul, c'est un père qui apprend que son fils a tué un gardien d'usine. Il fait l'apprentissage d'un dialogue à renouer avec une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans ce que propose la société moderne, mais le père horloger, il ne voit pas non plus très bien où va cette jeunesse. Alors on pourrait dire, bon, c'est peut-être Dupont-Lajoie, Yves Boisset nous a quittés il n'y a pas longtemps, donc on peut avoir une pensée pour lui. Mais non, parce que c'est un horloger, donc effectivement c'est un petit artisan boutiquier du vieux quartier de Saint-Paul à Lyon, mais en fait, on voit cet univers et Tavernier nous le montre de façon très riche avec une pluralité de classes moyennes. Son meilleur ami, c'est un syndicaliste CGT. Alors soit Tavernier, en fait, il ne sait pas faire de la sociologie, soit au contraire, il nous invite aussi à voir comment il y a peut-être des décalages. Et tout le trajet du film, ça va jusqu'à cette scène, je le spoil un peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé, à cette scène finale où, au tribunal, alors que son fils est jugé, il dit « Je suis solidaire, totalement solidaire de mon fils ». Ça ne veut pas dire qu'il cautionne le fait mais il a compris qu'il y a la question d'un rapport intergénérationnel qui doit se comprendre comme un rapport de transmission ou de compréhension partagée de valeurs et pas simplement d'héritage, au sens où parfois c'est traduit, laisser un petit capital à ses enfants pour qu'ils puissent acheter un appartement, etc. Vous voyez, il y a un autre univers qui est là. Dans Les Enfants gâtés, qui sont les enfants gâtés du titre ? C'est les bourgeois qui vivent coupés du monde, d'une classe moyenne, capables de se mobiliser pour la défense d'un logement décent et accessible à tous. Parce que c'est quoi cette histoire ? C'est un réalisateur qui est un petit peu en panne d'inspiration, Tavernier himself, qui est plutôt un bourgeois de sa position sociale, et qui se retrouve à louer un petit appartement dans le 13e, là, dans les tours qui sont en train de se monter, et qui va être gêné parce qu'il a pris tous les acteurs du Splendide, donc il y a Junio, voilà, il vient frapper à la porte, et pour des pétitions, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils sont exploités par le syndic, des propriétaires, eux ils sont locataires et ils se font un peu tondre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose comme une mobilisation politique autour de ça, et ça prend vraiment la forme d'une politisation politique. Et moi, j'ai lu dans des textes où on se moquait de l'accès à la propriété, le petit pavillon, etc. Moi, j'ai grandi, avant d'arriver à Paris, dans la banlieue de Bordeaux, pas très loin de la prison à Gradignan. Et mes parents avaient fait l'acquisition de ce qu'on appelait les chalandonnettes. C'est Albin Chalandon, il avait mis en place l'accès à la propriété pour les classes moyennes. C'était des petits pavillons tout mal foutus qui prenaient l'eau assez rapidement. Et donc ma mère, elle s'était retrouvée à la tête d'une petite coalition qui allait porter le fer contre la malfaçon, etc. Et donc en fait, c'était politisé. C'était des gens qui avaient aussi l'envie de créer du lien autour de ce qu'ils traversaient au quotidien. Et la semaine de vacances, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que se donne comme temps une professeure qui s'interroge sur le sens de son métier. 1980, le film. Et le sens de son métier, c'est qu'à un moment donné, elle dit, mais l'école, ça doit être un lieu où on peut se découvrir, pas simplement un lieu où on va acquérir des compétences pour intégrer le marché professionnel. Donc on a l'impression, nous, de découvrir la Lune, on dit, ah, c'est le néolibéralisme qui transforme l'école. Mais le néolibéralisme, soit il remonte plus tôt que la date à laquelle généralement on le fait commencer, soit déjà à la fin des années 70, il y avait déjà ce type de questionnement. Comme le temps passe, et que j'arrive presque à la fin du temps que je devais utiliser, je vais aller un peu plus vite, mais vous avez compris l'idée. Par rapport à Nathalie Quintane, qui nous décrit les repas de famille comme une apocalypse, Tavernier met en exergue le repas comme un moment en fait où il est possible de se dire les choses. C'est dans les repas qu'on se dit la plupart des choses intéressantes, celles qui comptent. Et pour moi, là, il y a un imaginaire républicain, puisque c'est quoi qui est très présent, très fort dans l'imaginaire républicain, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du républicanisme, c'est le banquet, la campagne des banquets. Mais en fait, le banquet, c'est pas simplement les républicains. Ça traverse énormément de choses. Quand on fait de la philo, évidemment, on pense tout de suite à Platon, mais quand on a un peu de culture religieuse, la scène, c'est un banquet, on se dit des choses importantes, me semble-t-il. Donc il y a des moments ritualisés qui, autour du repas, sont extrêmement importants. Et dans tous les films de Tavernier, alors on dit, tu vois, c'était un bon vivant, il aimait bien manger, mais ce n'est pas seulement ça. C'est que dans les repas, il y a quelque chose qui se joue, qui va au-delà de l'idée de simplement passer du bon temps, avoir du loisir, entre guillemets, parce qu'on a perdu sa vie à la gagner. C'est la manière dont Nathalie Quintane définit le repas.
Un mot sur l'école, puisqu'elle est centrale dans cette histoire, puisque l'école, c'est normalement le lieu où on peut faire ce lien, justement. Ça fait partie de ces institutions républicaines qui vantent la croyance d'une rencontre entre des classes moyennes, les professeurs, et des classes populaires. Et donc, il doit être possible de faire travailler ensemble ces univers qui ne travaillent pas. Alors, j'en dirai pas grand-chose parce que, évidemment, ça serait trop long d'expliquer en détail ce que nous dit Edmond Gobleau en 1925 dans La barrière et le niveau, qui sont des choses tout à fait saisissantes par rapport à des textes qu'on connaît parfois mieux, de Bourdieu ou d'autres. Mais en fait, ce que nous dit, et quand même je vous cite juste la première citation, cette course à la considération qui animerait les classes moyennes, c'est la reconnaissance d'une supériorité qui n'individualise pas, qui assimile au contraire et qui range. C'est-à-dire qu'en fait, on veut moins avoir une expérience de soi que arriver à un rang qu'on va s'évertuer à maintenir. Et ça, c'est ce que Nathalie Quintane décrit. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on prend un système qui peut avoir ce type de fonctionnement pour l'ensemble de la réalité de l'institution elle-même, qui est parfois en décalage avec les missions qu'on lui assigne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement la volonté de faire de l'école un lieu de tri social qui permet effectivement d'envoyer des individus remplir telle ou telle fonction, mais du côté de l'expérience de ceux qui vivent cette institution, il est possible que ce soit vécu autrement. Dans La barrière et le niveau, ce que nous dit Gobleau, c'est que dans cette perspective, le fait de maintenir la distinction de classe qui est assignée à l'école transforme le sens qu'on pourrait donner au mot éducation. L'ordre social a d'étroites relations avec les professions et métiers comme avec les partis politiques. Mais ce n'est jamais la profession ou le parti qui détermine la classe. Et on peut presque y voir une forme de regret, si vous voulez. C'est souvent au contraire la classe qui décide des professions et des partis. Avant tout, l'éducation crée et maintient la distinction des classes. Mais le mot éducation prend ici un sens nouveau et étroit. Il s'agit de l'éducation qui classe, non de celle qui développe le mérite personnel. Donc ce qu'on appelle mérite aujourd'hui, c'est quelque chose qui renvoie à cette idée d'éducation qui classe. Dans l'esprit de Gobleau, le mérite personnel, c'est la possibilité de faire une expérience de soi-même, de se découvrir à travers cette trajectoire longue, qui est celle qu'on a tous connue, de passage par cette institution républicaine. Alors, je terminerai par un extrait d'un film de Bertrand Tavernier, comme je l'avais annoncé. J'en avais annoncé 2, je sais, mais comme j'ai dépassé, je n'en mettrai qu'un. Et donc pour ça, il faut que je bascule sur l'autre écran et que je lance ça. Et si ça marche, je me paye une bière. Alors, ouais. Vas-y, où tu trouves que c'est bon. Vas-y. Mets-le où tu trouves que c'est bon. Allez-y. Sans courir pour le casser. Hein. On va casser la bouteille. Tiens, alors ça c'est une surprise, On a Madame fait Limoni. des gâteaux pour la fête. On a pensé que vous pourriez les vendre. Ça fera un peu d'argent pour l'école. C'est une super bonne idée, ça. J'ai aussi apporté de la menthe et des épices. On pourrait peut-être faire goûter ça aux enfants. Ah ouais. Sophie, on peut mettre ça au frais? Attendez, je vais en goûter un quand même. Et votre ligne, monsieur Lefebvre? Ça va.
montrer cet extrait pour conclure presque, parce que le film de Tavernier, ça commence aujourd'hui. Si vous l'avez vu, c'est un film très sombre, pas seulement festif, joyeux, lumineux. Donc ça veut dire que cette institution qu'est l'école, il n'ignore pas qu'elle comporte son lot de difficultés et sans doute parmi les plus grandes quand on se trouve dans le nord de la France avec des populations qui n'appartiennent pas aux classes moyennes mais vraiment aux classes les plus pauvres. Et dans cette scène de fête, de fin d'année, d'école, quand on a des enfants ou qu'on est soi-même... voilà, qu'on travaille dans cette institution qui est une école, on a tous connu ce genre de moment festif. Et ce qui est beau dans la scène de Tavernier, c'est qu'on voit bien que ça réunit toutes les strates qui font vivre l'institution. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le personnel de l'école, il y a Daniel Lefebvre, joué par Philippe Torreton, le directeur de l'école, mais il y a aussi l'harmonie du village qui est là, qui a contribué, et c'est extrêmement fréquent que des associations participent à une fête, font un petit bout de musique ou viennent aider, etc. On a vu passer l'assistante sociale qui est en charge du suivi qui est venue participer à la fête. Et ça arrive régulièrement que dans une fête d'école, on fasse intervenir les institutions partenaires. On voit aussi la compagne de Daniel Lefebvre qui est une artiste et qui a aidé à faire cette installation avec les bouteilles de couleurs. C'est extrêmement fréquent que des gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'institution viennent donner un coup de main. Moi, j'ai vu ça encore l'an dernier. C'était parfois des instituts retraités, mais qui venaient avec des copains musiciens et qui participaient à animer. Donc, en fait, on voit qu'il y a tout un maillage assez complexe qui est présent dans cette vie de l'école. Et donc, il y a quelque chose comme une culture du lien qui s'établit et qui, à mon avis, est portée aussi par ces classes moyennes. Et donc, pour répondre à la question que j'ai posée au départ, est-ce que les classes moyennes ont disparu ? Je ne sais pas, mais je pense qu'une partie de ce qu'incarnent les classes moyennes a été invisibilisée. Et pour terminer, vraiment, je vais vous lire juste un passage de mon manuscrit, parce que là, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas lu un texte, où je parle un peu de l'ouvrage de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage. Il a eu un certain succès puisque c'est un roman qui a eu le prix Goncourt en 2018 et qui a été adapté au cinéma très récemment et qui a rencontré un grand succès. Ce qui est étonnant, c'est que Leurs enfants après eux a vraiment une visée de description un peu sociologique de ce moment dans les années 90, où il y a une forte désindustrialisation. Ça se passe dans la vallée de la Finche, avec Hayange. Les noms ont été changés, mais ils sont très reconnaissables. Et bizarrement, Nicolas Mathieu a choisi de suivre des adolescents sur une dizaine d'années, mais pendant 4 étés, 92, 94, 96, 98. C'est bien de choisir l'été, mais c'est vrai que l'été, ce n'est pas le moment où les adolescents vont le plus à l'école. Sauf quand ils rentrent pour aller voler quelque chose, etc., puisqu'on est un peu dans ces milieux-là. Et donc là, ce qu'on a dans Leurs enfants après eux, c'est un univers qui confronte des classes moyennes en voie de paupérisation, qui ont peur de devenir comme ceux qui habitent dans la cité d'à côté, qui sont incarnés par un personnage qui s'appelle Hassine, qui est en plus d'origine maghrébine, et puis des classes moyennes plutôt orientées vers le marché, qui aspirent vraiment à se sortir de ce trou par l'école qui classe. Et ça, c'est que des jeunes filles. On voit bien que la maison individuelle, petit à petit, quand le père a un peu de succès, elle s'adjoint à une piscine, et puis elle finit par faire une classe prépa, puis rentrer dans une école de commerce. Évidemment, le livre est sans doute plus riche que ça, je l'ai lu, il y a des passages qui m'ont plu, mais sociologiquement, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un groupe social dans Leurs enfants après eux, tout un groupe social, qui est totalement absent. Et évidemment, c'est difficile de comprendre comment il peut encore y avoir du lien entre tout ça, puisqu'il manque ceux qui font le lien. Je vous remercie. J'ai un peu débordé, je suis désolé. On a quand même le temps de quelques questions, remarques.
Du coup, est-ce que plutôt que disparition, ça ne serait pas une histoire de crise de la classe moyenne? Crise de sens ou crise de... Alors moi, je crois qu'il y a une crise vraiment, mais voilà, c'est un problème de comment est-ce qu'on mobilise pour rendre à nouveau visible une classe enfin des professions qui ont occupé l'espace à un moment donné, voilà, médiatique aussi, alors peut-être trop, hein, j'en sais rien, mais donc là, il y a une vraie disparition. C'est-à-dire qu'on ne parle de ces lieux-là que pour en décrire l'état de misère. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à revendiquer pour ces lieux-là. L'université, j'en suis le premier témoin, souffre aussi de ces difficultés, l'école, l'hôpital, voilà. Mais souvent, on traduit ça par défense des services publics. Et je suis pour, moi, la défense des services publics. Il y a des mouvements qui se sont créés autour de ça. Mais il faudrait montrer qui il y a derrière les services publics. C'est-à-dire que dans les services publics, il y a des gens, il y a des agents, il y a des gens qui travaillent. Alors, il y a un aspect que j'ai passé un peu rapidement sous silence, c'est évidemment la difficulté de penser cet ensemble de services publics aussi comme quelque chose qui doit se substituer à une forme d'accompagnement privé de chacun par chacun. C'est-à-dire comme si, au fond, on devait se reposer sur une forme de cellules familiales pour pouvoir accéder à un certain nombre de ressources ou de biens. Et il y a une forme de dévalorisation de ce que la culture du lien, elle repose aussi sur des espaces qui invitent à socialiser un certain nombre de choses. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Mais... Mais comme la crise, du coup, ça pourrait être la crise du lien. Et ça pourrait être la crise de cette notion-là. Si la classe moyenne, quelque part, c'était au-delà de son aspect monétaire, c'était quelque chose qui la caractérisait, on pourrait dire que ce qui devient difficile aujourd'hui, c'est une espèce de crise de sens. C'est-à-dire, comme son sens c'était de faire le lien, aujourd'hui, ça devient peut-être difficile de faire du lien. Oui, mais est-ce que ça devient difficile de faire du lien parce que les gens ont changé leur manière de travailler ou parce que le public, comme on le dit souvent, a tellement changé qu'on ne peut plus faire le lien? Ou est-ce que c'est une manière finalement d'imposer ce que j'évoquais pendant mon exposé, d'imposer des façons de faire qui sont extérieures à l'idéal même qui est porté par les individus. Donc ça crée une forme d'atonie aussi et parfois même une incapacité à réagir. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas une mobilisation à avoir pour cela, mais c'est vrai que l'enjeu, ça va être de réussir à faire valoir des normes qui sont inscrites dans des métiers et qu'il faut imposer contre des normes extérieures dont la plupart des gens savent qu'ils ne correspondent pas à la manière dont ce métier doit être fait. Et en cela, il y a une forme de lien, si vous voulez, entre les classes moyennes associées au marché et à l'État. C'est qu'il y a aussi cette forme de revendication de pouvoir exprimer quelque chose de soi sans qu'on soit... alors évidemment, dans le cas Poujadis, c'est caricatural, mais c'est ponctionné par l'État qui intervient, etc. Mais en fait, moi, je pense qu'on a besoin d'État, mais on a besoin d'un État qui se repose sur ces institutions en tant qu'elles sont productrices des normes au travail. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on a besoin d'organiser de façon étatique l'hôpital, par exemple. Mais en revanche, je pense que les gens qui pratiquent le soin sont mieux à même de nous expliquer ce dont ils ont besoin pour faire de bons soins qu'une logique qui va mettre l'accent sur la nécessité de faire tant de gestes techniques à l'heure, etc. Donc il y a des logiques concurrentielles. Oui. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et je regrette qu'on n'ait pas pu voir le deuxième extrait. Ah, si vous êtes sage, je surtout peux que vous je ne l'ai pas montrer, vu, celui-là. Mais ouais, en fait, j'ai un peu deux questions, mais c'est peut-être la même et ça résonne avec ce que je fais moi, parce que moi, je travaille sur la participation citoyenne, pour le dire vite. Ma première question, c'est jusqu'à quel point tu veux ou tu penses pouvoir, disons, culturaliser le concept de classe, c'est-à-dire en fait
t'abstraire un petit peu des considérations strictement économiques pour trouver des unités, disons, plutôt dans ce que tu décris comme un ensemble de valeurs assez cohérent. Et d'après ce que je comprends, tu identifies vraiment deux entités quand même assez distinctes au sein des classes moyennes, peut-être aujourd'hui encore. Et si je dis que ça résonne avec mes objets, c'est parce que dans le contexte de la démocratie participative, on va dire au sens large, il y a toujours la question des biais de sélection. Si en gros on laisse les citoyens participer librement sur la base du volontariat à des décisions, à des processus décisionnels, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours ce qu'on appelle les super citoyens ou les hyper participants, qui sont souvent effectivement des gens qui sont très bien insérés dans les institutions, qui appartiennent aux classes moyennes, voire classes moyennes supérieures. Et donc, souvent, dans certains dispositifs, on utilise plutôt le tirage au sort qui est censé éviter les biais d'autosélection. Et du coup, on va chercher à reproduire un peu la stratification sociale, donc la catégorie socio-professionnelle, le niveau de diplôme. On prend des critères comme ça pour avoir, en théorie, un mini-public qui reproduit la diversité sociale de l'entité pour laquelle on est en train de travailler à décider quelque chose. Mais du coup, d'après mon expérience d'observation, j'ai constaté que très souvent, les gens qui appartiennent, ce n'est pas toujours le cas, mais les gens qui appartiennent censément aux CSP les plus basses ou qui sont peu diplômés ou qui sont... Voilà. En réalité, on se rend compte que leurs parents, en fait, viennent plutôt des classes moyennes, que c'est des professions libérales et que, par ailleurs, on retrouve souvent un certain nombre de traits dont tu as parlé, on pourrait dire déjà une forme de bonne volonté, parce qu'en fait, l'autosélection, elle est quand même toujours là dans la mesure où ces citoyens participants doivent accepter de participer, même quand ils sont tirés au sort. Aussi peut-être faire du lien, parce que malgré tout, quand on décide d'investir de son temps, de donner de son temps pour légiférer, même si ça ne va pas jusqu'à la fin du processus, mais en tout cas dans l'intention de légiférer, il y a cette idée de lien, et puis peut-être aussi cette ambition normative dont tu parlais. Donc voilà, ma deuxième question, mais en fait je pense que c'est la même. Est-ce qu'on peut identifier dans ces classes moyennes que tu décris quelque chose qui favoriserait grandement en fait l'implication dans ces dispositifs de participation citoyenne, presque indépendamment en fait des ressources matérielles concrètes de ces citoyens participants? Alors, ce qui est sûr, pour répondre à la première partie de ta question, c'est que moi, je pense que ce clivage classe moyenne associée au marché, classe moyenne associée à l'État est extrêmement important. J'essaye de montrer qu'il peut y avoir une manière de le surmonter, entre guillemets, d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire que ma référence à Proudhon et à l'univers de l'artisan, c'est une manière de dire on n'est pas complètement sur deux planètes qui ne pourront jamais se rejoindre. Mais après, mon point de vue, c'est qu'il y a une lutte des classes interne aux classes moyennes. Ce n'est pas la lutte des classes moyennes comme Vauquier l'a présenté en 2011. C'est l'idée que, et ça, il va falloir peut-être l'assumer davantage, c'est l'idée qu'il y a, alors des fois, ça fait qu'on se fâche avec des amis, hein, c'est des discussions de classe moyenne. Est-ce que je mets mes enfants dans le privé ou est-ce que je les laisse dans le public ? Bon, ben c'est un peu touchy, ça dépend où on habite, ça dépend. Mais en fait, pour moi, ça, c'est des enjeux réellement internes aux classes moyennes. Et c'est des choix qu'on doit faire et qu'à mon avis, on doit faire de façon urgente. C'est-à-dire qu'on doit rejeter ces formes de stratégie individuelle, etc. Donc ça veut dire qu'on va peut-être se fâcher avec une partie de nos amis qui ne partagent pas exactement, voilà, qui ont peur pour leurs enfants, et puis elles ont le droit, donc il faut peut-être y aller tranquillement dans la discussion, d'où l'importance du repas, plutôt que d'y aller frontalement. Mais il y a quand même quelque chose comme une lutte des classes internes aux classes moyennes. Et ça fait pour les gens qui l'ont peut-être vécu, hein, parmi vous, c'est des moments qui sont un peu tendus, ça peut être désagréable, quoi, de savoir quel type de choix on fait. C'est un peu comme la forme de discussion qu'on a en termes d'écologie. Le pote qui prend tout le temps l'avion, on va lui dire... Bon, voilà, il y a un côté moralisateur et culpabilisant, donc il faut peut-être trouver des arguments, etc. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même mener ce combat. On ne peut pas juste dire ah ouais, tu l'as mis dans le... Ah, je comprends, mais c'est quoi la raison, en fait? Ah, parce qu'il y avait trop de grèves à l'école Granvelle. Ok, bon, ben... Bon... Ben voilà, on n'est pas obligé
de rentrer dans un truc trop violent. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie quand des enseignants de la fac, du public, mettent leurs enfants dans l'école privée? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Pour moi, voilà, je dramatise peut-être un peu les choses là, mais on peut s'inventer des faux combats. Il y a aussi des vrais combats du quotidien à mener, quoi. Ok, non, je crois qu'on est un peu au bout du temps. Merci beaucoup. Désolé d'avoir terminé sur un truc moins rigolo que la fête de l'école publique où enseignait Daniel Lefebvre. Merci encore à tous pour votre présence, parce que